Ils le traitaient de menteur. Ils le traitaient d'enfant possédé par le démon. Ils l'ont chassé dans le désert avec pour seul bagage une couverture en laine et un petit sac de semoule de maïs. Il avait 11 ans. 6 mois plus tard, ces mêmes personnes s'agenouillaient à l'entrée de sa grotte, suppliant qu'on les laisse entrer. Le matin du 29 septembre 1886, l'aube était froide et grise sur Briarwood, dans le territoire du Wyoming. Les trembles sur les collines venaient de commencer leur transformation automnale, leurs feuilles bordées d'or tremblant dans un vent qui apportait les premiers signes de la saison à venir. C'était le genre de matinée qui poussait les gens sensés à vérifier leurs réserves de bois et à compter leurs provisions. C'était le genre de matinée qui annonçait des changements à venir. Ezra Jessup se tenait à la lisière de la ville, les pieds plantés dans le chemin de terre qui menait vers le nord, dans les contreforts. Il était petit pour son âge, avec des cheveux noirs que son père coupait avec des ciseaux de chasse et des yeux de la couleur des tempêtes hivernales. Ses yeux avaient quelque chose qui avait toujours déstabilisé les adultes de Briarwood. Ils étaient trop vieux pour son visage, trop perspicace, trop immobile. Derrière lui, les habitants de la ville s'étaient rassemblés sur le pas de leur porte et sous leurs porches, observant avec cette cruauté particulière que revêt la peur lorsqu'elle se déguise en justice. Personne ne lui faisait signe. Personne ne lui adressait un mot gentil. Personne n'offrait un mot de réconfort à l'enfant qu'ils envoyaient à la mort. La couverture de laine qui recouvrait ses épaules maigres avait appartenu à sa mère. Elle était morte en le mettant au monde, et la couverture portait encore un léger parfum de lavande qu'Ezra pouvait sentir s'il pressait son visage contre le tissu usé. La farine de maïs dans son sac lui durerait peut-être une semaine s'il faisait attention. Les vêtements qu'il portait étaient rapiécés et raccommodés, des vêtements usagés qui ne lui allaient pas tout à fait. C'était tout ce qu'il avait, c'était tout ce qu'il lui avait donné. 3 jours plus tôt, Ezra se tenait dans le magasin général d'Olson, entouré de l'odeur des grains de café et du cuir et de la moisissure particulière des produits secs stockés depuis trop longtemps. Il n'avait pas prévu de parler. Il avait appris il y a des années que parler ne lui apportait que des ennuis. Mais les signes étaient trop clairs, trop urgents, trop impossibles à ignorer. Les castors de Miller Creek avaient construit leur barrage 3 pieds de plus haut que toutes les années dont Ezra se souvenait. Les élans avaient commencé à descendre des hautes terres, avec 1 mois d'avance sur le calendrier habituel. Leur pelage était déjà épais, prêt pour l'hiver, et leurs yeux trahissaient une nervosité instinctive plus ancienne que la mémoire. Les chenilles laineuses étaient presque entièrement noires, leurs bandes oranges réduites à de simples fils. Les écureuils se rassemblaient avec un désespoir qui trahissait une profonde connaissance. Son père lui avait appris à lire ces signes. Son père lui avait appris que les animaux savaient toujours. Ezra avait donc pris la parole. « L'hiver arrive tôt », avait-il dit, sa voix coupant le bavardage confortable du magasin. Toutes les têtes s'étaient tournées. Tous les yeux s'étaient fixés sur l'étrange orphelin qui ne s'était jamais vraiment intégré, qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place, qui n'était jamais vraiment devenu l'enfant reconnaissant qu'ils attendaient de lui. Ce sera le pire hiver que personne n'ait jamais vu. La neige ensevelira les maisons. Le froid tuera le bétail. Si vous ne vous préparez pas maintenant, beaucoup mourront. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Madame Prudence Olson, épouse du propriétaire du magasin et porteuse officieuse de tous les ragots de Briarwood, poussa un son qui était mi-rire, mi-cri d'horreur. « Pauvre petit », avait-elle dit, en secouant la tête avec une sympathie théâtrale. L'esprit du garçon est troublé depuis le décès de son père. Tout ce temps passé seul dans les montagnes, avec pour seule compagnie un fou, c'est un miracle qu'il puisse encore parler. Le docteur Cornelius Webb s'était avancé, ajustant ses lunettes avec l'importance particulière des hommes instruits dans les petites villes. Il avait 42 ans, avait fait des études de médecine dans une université de l'Est et se considérait comme la seule voix de la raison dans une communauté d'agriculteurs et d'éleveurs superstitieux. Il n'y a aucune base scientifique pour de telles affirmations, avait-il déclaré comme s'il s'adressait à une classe d'enfants lents. La prévision météorologique relève des instruments et de l'observation, et non de l'imagination fiévreuse d'un orphelin. Premièrement, ce n'est rien d'autre que la superstition des montagnards, et nous ferions bien de la rejeter complètement. Jedediah Pike, le forgeron, avait éclaté de rire. Il avait 35 ans, était large d'épaules, prompt à plaisanter et encore plus prompt à se moquer. Le garçon se construit d'une tombe avant même d'être mort, avait-il déclaré à la grande hilarité générale. Nous devrions peut-être faire une collecte pour sa pierre tombale. Le rire s'était propagé dans le magasin comme un feu dans l'herbe sèche. Seuls 3 visages n'avaient pas ri.
Le vieux Ephraim Morrison, 72 ans, le plus ancien habitant de Briarwood, avait regardé Ezra avec des yeux qui semblaient le reconnaître. Tobias Mercer, 14 ans, fils d'un éleveur, avait regardé le sol, les poings serrés sur les côtés, et Temperance Thornwood, l'épouse du révérend, avait également pressé sa main sur son cœur et détourné le regard, comme si la vue du garçon lui causait une douleur physique. Mais leur silence n'avait rien signifié face à la vague montante de mépris. Le soir venu, le révérend Obadiah Thornwood avait convoqué une réunion à l'église. Âgé de 55 ans, il avait une voix tonitruante et des yeux de silex. Il dirigeait la congrégation de Briarwood depuis 20 ans. Au fil du temps, il en était devenu à se considérer non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme l'autorité morale de tout le territoire. Ce qu'Obadiah Thornwood déclarait depuis sa chair devenait vérité. Ce qu'il condamnait était condamné, et il avait condamné Ezra Jessup. Aucun enfant ne peut savoir de telles choses, avait-il tonné, le doigt pointé vers la petite silhouette seule devant l'autel. Aucun enfant naturel, aucun enfant pieux. C'est l'œuvre des ténèbres. Et si ce garçon parle avec la voix du trompeur, semant la peur pour servir les desseins de Satan, c'est qu'il est soit possédé par des démons, soit tout simplement malfaisant. Et dans les deux cas, il doit être chassé avant que sa corruption ne se propage à nos enfants, à nos familles, à notre communauté. Thaddeus Harrion, propriétaire du plus grand ranch du district, s'était levé pour ajouter sa voix. Il avait 48 ans, était riche selon les normes de la frontière et avait l'habitude d'être écouté. « Je vis dans cette région depuis 30 ans, déclara-t-il. Les hivers peuvent être rigoureux, mais aucun enfant ne peut prédire l'avenir. C'est au mieux une absurdité, au pire une hystérie dangereuse. Je propose de le renvoyer avant qu'il ne contamine les autres avec sa folie. » Le vote fut de 47 voix en faveur de l'exil, 3 contre. Le vieux Ephraim Morrison, Tobias Mercer et une femme dont le nom n'a jamais été consigné avaient voté pour que le garçon reste. Leur vote avait été noté et leurs voisins les avaient regardés avec une nouvelle suspicion. Se tenant désormais à la lisière de la ville avec tout ce qu'il possédait, Ezra ne regarda pas en arrière. Regarder en arrière, c'était pour ceux qui avaient quelque chose à quoi revenir. Il n'avait jamais eu grand-chose, et le peu qu'il avait possédé, on le lui avait pris. Mais avant qu'il ne puisse faire son premier pas dans le désert, une main attrapa son bras. Tobias Mercer s'était approché par le côté, se déplaçant rapidement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne regardait de trop près. Il avait 4 ans de plus qu'Ezra, était grand pour son âge et avait les mains colleuses d'un garçon qui travaillait avec le bétail depuis qu'il savait marcher. Son père possédait l'un des plus grands ranchs du district et Tobias avait tout ce qui manquait à Ezra. Une maison, une famille, un avenir. Et pourtant, il était là, pressant quelque chose dans la main d'Ezra. C'était un couteau de chasse. La lame mesurait 20 cm de long, le manche était usé par des années d'utilisation, le tranchant était suffisamment affûté pour couper un cheveu. Il avait appartenu au père de Tobias, transmis de grand-père à petit-fils, et il valait plus que tout ce qu'Ezra avait jamais possédé. « Je ne les crois pas », murmura Tobias avec férocité. « Mon père dit que le vieux Ephraim se souvient d'un hiver qui a tué 200 personnes en 56. Il dit que le vieil homme sait des choses. C'est toi aussi tu sais des choses. Je le vois. » Ezra regarda le couteau, puis le garçon qui risquait la colère de son père et le mépris de ses voisins pour lui offrir ce cadeau. « Tu survivras, » continua Tobias. « Je sais que tu survivras, et quand tu auras raison, je te retrouverai, je te le jure. » Puis il disparut, s'effondrant dans la foule qui observait la scène avant que quiconque ne puisse remarquer leur échange. Ezra glissa le couteau dans sa ceinture, sentant son poids contre sa hanche comme une promesse. Il fit un pas en avant, puis un autre. La route s'étendait devant lui, serpentant vers le nord en direction des contreforts, vers les hautes terres où son père avait autrefois vagabondé, vers une nature sauvage qui tuait la plupart des hommes qui osaient la défier. Il avait 11 ans. Il était seul et il marchait vers la mort ou la survie, sans rien entre les deux. Mais avant que la ville ne disparaisse derrière la première crête, une autre voix l'atteignit. Le vieux Ephraim Morrison s'était placé tout au bord de la foule rassemblée, appuyé sur sa canne, le visage buriné et impénétrable. Alors qu'Ezra passait, le vieil homme parla doucement, ses mots destinés aux seules oreilles du garçon. « En 1856, dit-il, la neige a enseveli le clocher de l'église. J'ai été le seul survivant de ma famille de 7 personnes. J'avais 12 ans. » Ezra s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu sais quelque chose qu'ils ignorent, mon garçon. Je le vois en toi, tout comme je l'ai vu en moi-même il y a toutes ces années. Va vers le nord
Il y a des falaises de grès là où les collines rencontrent la vallée. Ton père connaissait cette région. Tu la connaîtras aussi. Puis, d'une voix encore plus douce, quand ils viendront te chercher, et ils viendront te chercher, n'oublie pas que c'est toujours à toi de décider si tu veux aider. Les montagnes t'apprendront à survivre. Toi seul peux décider quel genre de personne tu veux être. Ezra acquiesça d'un signe de tête, un petit mouvement que le vieil homme salua d'un léger hochement de tête. Puis le garçon continua à marcher, et la ville de Briarwood disparut derrière lui. Il se retrouva seul avec le vent et la nature sauvage, et la certitude qui brûlait dans sa poitrine comme un charbon qui refusait de s'éteindre. Silas Jessup avait été trappeur et chasseur, un homme plus à l'aise en compagnie des montagnes qu'en compagnie d'autres hommes. Son propre père était originaire des Highlands écossais et avait apporté avec lui des récits divers capables de tuer un homme en un battement de cœur, ainsi qu'une sagesse ancestrale sur la lecture du terrain qui remontait à des générations innombrables. Cette sagesse s'était transmise de grand-père à père à fils, une chaîne de connaissances forgée dans les régions froides du monde, où la survie n'était jamais garantie et où la mort guettait dans chaque ombre. Silas avait appris à Ezra à lire les signes dès que le garçon avait su marcher. Ils avaient passé des saisons ensemble dans les hautes terres, suivant les lignes de piège, chassant le cerf et les lames, dormant sous des étoiles si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. Silas avait montré à son fils comment déterminer la rigueur de l'hiver à l'épaisseur du pelage d'une chenille. Il lui avait expliqué comment la hauteur des barrages de Castor permettait de prédire l'épaisseur de la neige à venir. Il avait appris au garçon à observer les wapitis et les cerfs, à remarquer quand ils se déplaçaient et où ils se rassemblaient, à comprendre que les animaux savaient des choses que les humains avaient oubliées. La nature ne ment jamais, avait répété Silas à son fils à maintes reprises. Seuls les hommes mentent, et quand ils refusent d'écouter, la nature leur donne une leçon dure, coûteuse, qui remplit les cimetières. Ezra avait absorbé ces leçons comme la terre absorbe la pluie. À l'âge de 7 ans, il était capable de prédire les conditions météorologiques 3 jours à l'avance. À 9 ans, il pouvait détecter l'arrivée d'une tempête en observant le comportement des oiseaux et la qualité de la lumière sur les sommets lointains. Il était devenu, selon les mots de son père, un véritable enfant des montagnes. Puis les montagnes avaient emporté Silas. Cela s'était produit pendant l'été 1884, dans un canyon au-dessus de la rivière Sweetwater, où les grizzlies venaient pêcher le saumon. Silas était parti vérifier ses pièges seul, laissant Ezra au campement, avec pour instruction d'entretenir le feu et de mettre la nourriture à l'abri. Il n'était pas revenu cette nuit-là, ni la nuit suivante, ni celle d'après. Le 4e matin, Ezra avait suivi les corbeaux. Les oiseaux l'avaient conduit à une clairière où l'herbe était tachée de noir et où l'air avait une odeur de cuivre que le garçon reconnaissait comme celle de la découpe d'un cerf. Son père gisait face contre terre près d'un tronc d'arbre tombé. Son corps était brisé, son fusil n'avait pas été utilisé et son couteau de chasse était toujours dans son étui. Le grizzly l'avait attaqué rapidement, silencieusement, sans lui laisser aucune chance de se défendre. Ezra était resté longtemps debout devant le corps de son père. Il n'avait pas pleuré, il n'avait pas crié. Il était simplement resté là, sentant quelque chose de fondamental changer dans sa poitrine, une partie enfantine de lui-même mourir aux côtés de la seule personne qu'il avait jamais vraiment compris. Puis il avait pris le couteau de son père et avait commencé à creuser. Il lui avait fallu 2 jours pour creuser une tombe assez profonde dans ce sol rocailleux. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, elles saignaient, puis se couvraient à nouveau d'ampoules. Ses bras lui faisaient si mal qu'il avait l'impression qu'ils allaient se détacher. Mais il n'avait pas arrêté. Il ne pouvait pas s'arrêter. C'était la dernière chose qu'il pouvait faire pour l'homme qui lui avait tout donné. Lorsque la tombe fut terminée et qu'Ezra eut descendu son père dans la terre et l'eut recouvert de pierres pour éloigner les animaux, il se tint à la taille de la tombe, le soleil se couchant derrière les montagnes, et il fit une promesse. « Je me souviendrai de tout ce que tu m'as enseigné, » dit-il d'une voix ferme malgré le désespoir qui lui déchirait le cœur. « Je survivrai et je veillerai à ce que ton savoir ne meure pas avec toi. » Puis il s'était rendu à Briarwood, le village le plus proche, dans l'espoir de trouver une forme de vie parmi les gens. Il avait 9 ans, il était complètement seul, et il portait en lui un poids de connaissances qui finirait par le faire rejeter comme un lépreux. Si vous regardez cette histoire aujourd'hui, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Que vous soyez dans les montagnes, les plaines ou quelque part où l'hiver est tout aussi rude. Et ces leçons de sagesse frontalière sont intemporelles. Et si vous avez déjà été puni pour avoir dit une vérité que les autres ne voulaient pas entendre, partagez votre histoire dans les commentaires.
Revenons maintenant à Ezra et à son voyage dans le désert. La marche vers le nord a duré 2 jours. Ezra a avancé à un rythme régulier, mangeant sa semoule de maïs avec parcimonie, dormant à l'abri de troncs d'arbres tombés, enveloppé dans sa couverture pour se protéger du froid d'octobre. Il n'avait pas peur de la nature sauvage. La nature sauvage avait été son premier foyer et, contrairement aux habitants de Briarwood, elle ne le jugeait pas, elle ne l'insultait pas et ne remettait pas en question sa santé mentale. Elle existait simplement, belle et terrible, totalement indifférente aux préoccupations humaines. Tout en marchant, il continuait à lire les signes. Les barrages de castors le long du ruisseau supérieur étaient encore plus hauts qu'il ne l'avait signalé dans le magasin. Les animaux travaillaient avec une urgence désespérée qui témoignait d'un instinct profond, d'un savoir inscrit dans leurs os mêmes. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils se préparaient à un hiver qui mettrait à l'épreuve les limites de leur survie. Les élans étaient partout, descendant en troupeaux des hautes terres, leur souffle fumant dans l'air froid, leur pelage déjà assez épais pour décembre. Ils n'auraient pas dû être aussi bas avant un mois. Leur migration précoce confirmait ce que les castors avaient montré, ce que les chenilles avaient prédit, ce que tous les signes de la nature criaient à quiconque voulait bien les entendre. Un hiver meurtrier s'annonçait, le pire de mémoire d'homme, peut-être le pire de l'histoire de ce territoire. Et Ezra s'y engageait seul. Le deuxième jour, il trouva les falaises dont le vieux Éphraïm avait parlé. Elles s'élevaient des plaines couvertes de sauge, comme les murs d'une ancienne forteresse. 12 mètres de grès rouge doré, stratifiés et fracturés par des millions d'années de vin et d'eau. Une petite vallée s'ouvrait à leur base, à l'abri des pires vents du nord, alimentée par une source qui jaillissait de la paroi rocheuse et dévalait pour former un bassin limpide avant de disparaître dans la terre. Ezra se tenait au bord de cette vallée et sentait quelque chose se détendre dans sa poitrine. Il connaissait cet endroit, non pas exactement de mémoire, mais d'une manière plus profonde. Son père lui avait parlé de falaises de grès dont la roche était assez tendre pour être sculptée, mais assez dure pour durer. Il lui avait décrit des sources qui ne gelaient jamais parce qu'elles jaillissaient des profondeurs de la terre, où la température restait constante, quelle que soit la saison. C'était cet endroit. Ce serait sa maison. Il passa la première journée à explorer les lieux. La falaise présentait un surplomb naturel qui offrait un abri contre la pluie et la neige. Et sous ce surplomb, Ezra trouva ce qu'il cherchait. Une fissure dans la roche. Une fissure naturelle qui s'enfonçait dans la falaise, juste assez large pour qu'un petit corps puisse s'y faufiler. Elle menait à une cavité à l'intérieur de la pierre. Une poche d'obscurité d'environ 3 mètres de profondeur et 2,5 mètres de largeur. Ce n'était pas une maison. Pas encore, mais cela pouvait le devenir. Le lendemain matin, Ezra commença à creuser. Son père lui avait appris à connaître le grès. C'était une roche facile à travailler, assez tendre pour être façonnée avec des outils simples, mais assez dure pour résister aux intempéries, une fois correctement taillée. Salas avait montré à son fils comment les peuples anciens avaient creusé des habitations dans des falaises semblables à celle-ci. Ils avaient créé des logements qui restaient frais en été et chauds en hiver, et qui subsistèrent pendant des siècles après que leur constructeur eut disparu. Ezra allait maintenant mettre ses connaissances en pratique. La première semaine fut la plus difficile. Ses mains, déjà calleuses après des années de travail en plein air, se couvrirent de cloques. Les cloques éclatèrent et des saignèrent. Le sang sécha et craqua. De nouvelles cloques se formèrent sous les anciennes blessures. Ses bras lui faisaient mal des épaules jusqu'au bout des doigts. Son dos hurlait de douleur chaque matin lorsqu'il se levait pour retourner travailler. Mais il ne s'arrêta pas. Il utilisa le couteau de son père comme outil principal, grattant et taillant le grès avec une détermination patiente. Il ramassa des pierres plates dans le fond de la vallée et les transforma en ciseaux rudimentaires. Il trouva des pierres plus dures qui lui serviront de marteau, enfonçant ses outils de fortune dans la paroi rocheuse, brisant des morceaux de grès qui s'accumulaient en tas à ses pieds. Chaque jour, la cavité s'agrandissait un peu plus. Chaque jour, l'entrée s'élargissait et l'intérieur s'approfondissait. Chaque jour, la forme d'une habitation émergeait de la pierre brute. À la fin de la deuxième semaine, Ezra avait agrandi la cavité naturelle pour en faire quelque chose qui ressemblait à une pièce. L'entrée mesurait désormais 4 pieds de large et 5 pieds de haut, ce qui permettait de passer sans trop se baisser. L'intérieur avait atteint 3,6 mètres de profondeur et 3 mètres de largeur, avec un plafond culminant à 2,1 mètres. Suivant le grain naturel de la pierre, il creusa un foyer près de l'entrée, le plaçant sous une fissure naturelle dans la roche qui servait de cheminée. La première fois qu'il alluma un feu,
La fumée s'éleva tout droit, aspirée par le courant d'air qui circulait à travers la fissure. La chaleur des flammes fut absorbée par la pierre environnante, qui rayonna ensuite de chaleur tout au long de la nuit, maintenant l'intérieur à une température agréable, même lorsque les températures extérieures descendirent en dessous de zéro. Son père lui avait enseigné cela, le principe de la masse thermique, qui consiste à utiliser la pierre pour stocker et libérer la chaleur. Les peuples anciens le savaient. Les peuples montagnards d'Europe le savaient. Et maintenant, Ezra le savait. Et cette connaissance allait lui sauver la vie. Le travail se poursuivit tout au long du mois d'octobre. Ezra prit un rythme qui organisait ses journées avec une précision militaire. L'aube marquait le début du travail dans la grotte, où il sculptait, façonnait et lissait la pierre jusqu'à ce que ses bras ne puissent plus soulever ses outils. Il se consacrait ensuite à sa survie, qui quand même pas à cette activité, vérifiant les pièges qu'il avait posés pour les lapins, ramassant les noix, les racines et les dernières baies que la terre offrait encore, collectant du bois de chauffage pour affronter le froid à venir. Il attrapait les lapins grâce à des techniques que son père lui avait enseignées avant qu'il ne sache lire. De simples pièges faits d'herbes tressées, placés le long des chemins empruntés par les animaux, appâtés avec des morceaux de racines ou d'herbes séchées. Les lapins fournissaient de la viande et de la fourrure, des protéines pour maintenir son corps en forme, et des matériaux qu'il grattait, séchait et stockait. Il ramassait des pignons de pin sur les arbres qui parsemaient la vallée, secouait les pommes de pin et sélectionnait les petites graines huileuses riches en graisse et en calories. Il cueillait des cynorhodons dans les buissons sauvages le long du ruisseau et les séchait pour en faire du thé qui lui apporterait de la vitamine C pendant les mois d'hiver. Il déterrait des racines qui pouvaient être rôties dans les braises, des tubercules riches en amidon que son père lui avait appris à identifier, à tester et à préparer. À la fin du mois d'octobre, Ezra avait accumulé suffisamment de nourriture pour tenir un mois. Ce n'était pas suffisant. Cela ne serait jamais suffisant si l'hiver s'avérait aussi rude qu'il le prévoyait. Mais c'était un début, et chaque jour apportait son lot. Si vous aimez cette histoire sur Ezra et sa maison en pierre, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». C'est gratuit. Cela ne prend qu'une seconde et cela permet à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Revenons maintenant à l'histoire, car quelque chose est sur le point de se produire qui va tout changer. Les loups sont arrivés une nuit au début du mois de novembre, alors que le premier grand froid s'était installé dans la vallée et que les étoiles brillaient d'un éclat particulier que seul un air clair et glacial pouvait produire. Ezra avait allumé son feu et s'était retiré dans sa grotte. La porte en bois qu'il avait construite à partir d'un tronc de tremble tombé était solidement fixée à l'entrée. Il était sur le point de s'endormir lorsqu'il entendit le premier hurlement, proche, aigu et affamé. Puis un autre hurlement suivit, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la nuit semble remplie des voix des prédateurs. Ezra saisit son couteau et se plaqua contre le mur de pierre, observant la porte, écoutant les bruits à l'extérieur, grattant le bois, reniflant les interstices, les grognements sourds et grondants des animaux qui sentaient la nourriture, la chaleur et la vulnérabilité. Les loups s'acharnèrent sur sa porte pendant des heures. Ils creusèrent à sa base. Ils se jetèrent de tout leur poids contre les rondins. Ils firent le tour de la falaise à la recherche d'autres entrées, d'autres faiblesses, d'autres moyens d'atteindre la proie qu'ils savaient cachée à l'intérieur. Ezra ne dormit pas. Il resta assis, son couteau à la main, et entretint le feu, alimentant les flammes avec le bois précieux qu'il avait rassemblé au cours de semaines de travail patient. Le feu était sa seule arme. Les loups craignaient le feu. Tous les prédateurs craignaient le feu. Et tant que les flammes brûlaient, il avait une chance. L'aube fut grise et froide, et les loups battirent en retraite avec la lumière grandissante. Ezra ouvrit sa porte avec prudence, couteau à la main, s'attendant à trouver les animaux qui l'attendaient juste hors de vue. Au lieu de cela, il trouva une seule louve couchée dans la neige près de la source. C'était une femelle. Sa fourrure grise était maculée de sang, son flanc déchiré par ce qui semblait être les marques des dents d'un autre loup. Elle avait été blessée lors d'un combat, probablement pour de la nourriture ou une place dans la meute, et elle avait été abandonnée lorsque les autres étaient partis. Elle gisait maintenant dans la neige, respirant par petits halètements douloureux, les yeux fixés sur Ezra avec le regard vide d'un prédateur qui sait qu'il est en train de mourir. Ezra aurait pu la tuer facilement. Un coup de couteau aurait mis fin à ses souffrances et lui aurait fourni une fourrure et de la viande précieuse. Cela aurait été le choix pratique, le choix de la survie, le choix que son père aurait fait sans hésiter.
Au lieu de cela, Ezra alluma un petit feu près de la source, fit fondre de la neige pour avoir de l'eau et s'approcha de la louve blessée avec des mouvements lents et prudents. Elle grogna lorsqu'il s'approcha, un avertissement qui n'avait aucune force derrière lui. Il ignora le bruit et s'agenouilla à côté d'elle, examinant la blessure sur son flanc. Elle était profonde mais pas mortelle, le genre de blessure qui tuerait par infection plutôt que par perte de sang. Il nettoya la plaie avec l'eau de la source. Il la recouvrit d'un cataplasme de mousse et d'herbe que son père lui avait appris à utiliser pour ses propres coupures et égratignures. Il enveloppa le flanc du loup avec des bandes déchirées de sa couverture. La couverture de sa mère, sacrifiant la chaleur pour sauver une créature qui avait tenté de le tuer quelques heures auparavant. La louve l'observa tout au long du processus, ses yeux dorés suivant chacun de ses mouvements. Elle ne mordit pas. Elle ne se débattit pas. C'était comme si elle comprenait que cet humain, cet étrange petit humain qui vivait dans les rochers, essayait de l'aider plutôt que de lui faire du mal. Une fois le bandage terminé, Ezra se retira dans sa grotte et laissa de la nourriture, de la viande, de la pain séché, à la portée de la louve. Depuis l'entrée de sa grotte, il la regarda se relever péniblement, manger la nourriture qu'il lui avait offerte, puis s'éloigner en boitant vers les arbres. Elle s'arrêta à la lisière de la forêt et se retourna. Pendant un long moment, l'humain et la louve se regardèrent à travers la neige. Puis elle disparut dans la nature sauvage, et Ezra se retrouva à nouveau seul. Il ne savait pas pourquoi il l'avait aidé. Peut-être était-ce par compassion. Peut-être était-ce un instinct qui reconnaissait une parenté avec une autre créature abandonnée par sa meute. Peut-être était-ce simplement la conscience que la survie dans cette terre hostile exigeait plus que de la cruauté, que la miséricorde était une forme de force à part entière. Quelle qu'en soit la raison, il avait fait un choix. Et les choix, comme son père le disait souvent, avaient des conséquences imprévisibles. Le cheval réapparut une semaine plus tard. Ezra avait agrandi sa grotte pour y inclure une deuxième chambre, plus petite que la première, destinée au stockage. Il revenait de vérifier ses pièges lorsqu'il aperçut l'animal près de la source, buvant dans la mer avec une soif désespérée. C'était un Mustang, un étalon de la couleur de la brume matinale, avec une robe qui semblait passer du gris à l'argenté selon la façon dont la lumière l'éclairait. Sa crinière et sa queue étaient emmêlées de ronces et de brindilles, et ses côtes étaient clairement visibles sous sa peau. Mais c'était sa patte arrière droite qui révélait la véritable histoire. La patte était enflée et chaude, blessée au point que le cheval pouvait à peine s'appuyer dessus. Il avait été séparé de son troupeau, probablement lors d'une poursuite par des loups ou des pumas. La blessure l'avait ralenti, rendu vulnérable, forcé à abandonner ses compagnons. Il se tenait désormais seul dans cette petite vallée, buvant de l'eau, attendant que la mort vienne le chercher. Ezra l'observa longtemps depuis les arbres. Un cheval changerait tout. Un cheval pourrait transporter des provisions, aider aux travaux pénibles, servir de moyen de transport si jamais il fallait s'enfuir. Un cheval pourrait faire la différence entre la survie et la famine dans les mois à venir. Mais un cheval sauvage pouvait aussi tuer un garçon de 11 ans d'un seul coup de sabot. Les Mustangs n'étaient pas des créatures dociles. Ils avaient survécu pendant des générations en fuyant toutes les menaces, en se battant lorsqu'ils étaient acculés, en ne faisant confiance à rien de ce qui marchait sur deux jambes. Ezra commença à gagner sa confiance. Le premier jour, il s'assit simplement au bord de la vallée, bien en vue, mais suffisamment loin pour que le cheval ne se sente pas menacé. Il resta assis pendant des heures, sans bouger, sans s'approcher, simplement présent. Au début, le cheval l'observait nerveusement, prêt à s'enfuir malgré sa blessure. Mais au fil des heures, voyant que l'humain ne faisait aucun geste menaçant, la tension s'est quelque peu apaisée. Le deuxième jour, Ezra s'est assis un peu plus près. Il a apporté une poignée d'herbes séchées, du même type que celle que le cheval trouvait dans la vallée, et l'a déposée sur un rocher avant de retourner à sa position initiale. Le cheval s'est approché prudemment de l'offrande, l'a reniflé, puis l'a mangé. Puis il regarda l'humain avec ce qui semblait être de la curiosité. Le troisième jour, Ezra s'approcha encore plus près, apporta davantage d'herbe, attendit encore, poursuivant le processus patient de construction d'une confiance qui ne pouvait être précipitée ni forcée, mais seulement gagnée avec le temps et la constance. À la fin de la deuxième semaine, le cheval s'approchait volontairement d'Ezra, reniflait ses mains, acceptait la nourriture qu'il lui offrait, laissait le garçon toucher son cou et passer ses doigts dans sa crinière emmêlée. À ce moment-là, Ezra avait également soigné la jambe blessée, la nettoyant, la pansant avec les mêmes pouces qu'il avait utilisés pour le loup et l'enveloppant dans un tissu pour protéger la plaie. La jambe guérissait lentement mais sûrement,
et le cheval reprenait des forces grâce à la nourriture et à l'eau qu'Ezra lui apportait. Lorsque le stress de fuir les prédateurs fit place au calme de cette vallée abritée et de son étrange et doux habitant humain, Ezra le nomma Ghost, fantôme, en raison de la couleur de sa robe et de la façon silencieuse dont il apparaissait et disparaissait dans la brume matinale qui s'élevait de la source. Il transforma la deuxième chambre de sa grotte en écurie, l'agrandissant suffisamment pour que le cheval puisse s'y installer confortablement. La chaleur corporelle de Ghost réchauffait tout le réseau de grottes, un avantage qu'Ezra n'avait pas prévu, et sa présence lui apportait quelque chose d'autre, de la compagnie. Ezra se surprit à parler au cheval pendant qu'il travaillait, partageant ses pensées, ses craintes et ses souvenirs d'une manière qu'il n'avait jamais partagée avec aucun humain. Ghost l'écoutait, les oreilles dressées, lui donnant parfois des petites coupes de tête dans l'épaule ou émettant de doux hennissements que le garçon apprit à reconnaître comme des marques d'affection. « Toi et moi, nous sommes pareils », lui dit Ezra un soir, alors que l'automne laissait place à l'hiver. Abandonnés par les nôtres, condamnés à mourir seuls. Mais nous ne sommes pas morts, n'est-ce pas? Au contraire, nous nous sommes trouvés. Ghost répondit par un hennissement doux, et pour la première fois depuis la mort de son père, Ezra ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Pendant ce temps, à Breerwood, la vie continuait comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. L'automne avait été doux jusqu'à présent, le temps agréable, la récolte suffisante. Le révérend Obadiah Thornwood prêchait des sermons d'action de grâce, félicitant ses fidèles pour leur sagesse d'avoir chassé le garçon touché par le démon qui avait tenté de semer la peur parmi eux. Dieu avait récompensé leur foi par un temps clément et la bonne fortune. Marchez dans les ténèbres qui ont été chassées de notre milieu, tonna-t-il depuis sa chair. L'instrument des trompeurs a été rejeté dans le désert, là où est la place de telles créatures. Et voyez comment le Seigneur nous a bénis. Voyez comment notre droiture a été récompensée. Thaddeus Harrigan comptait son bétail avec satisfaction. Le troupeau avait grossi grâce à l'herbe estivale, et les veaux nés au printemps étaient en bonne santé et robustes. Il avait plus qu'assez de nourriture pour les nourrir pendant l'hiver, plus qu'assez d'animaux à vendre au printemps pour réaliser un joli bénéfice. « Si le terrible hiver de ce garçon arrive, dit-il au général Lofter dans le saloon, j'irai personnellement le chercher et le ramènerai. Je lui construirai une maison de mes propres mains. » Le docteur Cornelius Webb soignait ses patients pour les maux habituels de l'automne et assurait à tout le monde qu'il n'y avait aucune preuve scientifique de phénomènes météorologiques inhabituels. Le garçon était mentalement perturbé, rien de plus. Ses prédictions étaient fantaisistes, le produit d'un esprit déséquilibré, corrompu par trop de temps passé dans la nature sauvage. Jedediah Pike, à la forge du forgeron, plaisantait en pariant sur la survie du garçon. « Je parie 5 $ qu'il est déjà mort, » proposa-t-il, et il trouva de nombreux preneurs. 10 $, nous trouverons son corps au printemps si les animaux en laissent assez pour le trouver. Seules 3 personnes à Breerwood semblaient inquiètes. Le vieux Ephraim Morrison s'asseyait chaque matin sous son porche et observait le ciel avec des yeux qui avaient vu 7 décennies de temps dans le Wyoming. Il remarqua que les oiseaux partaient tôt, que les écureuils se rassemblaient avec une urgence inhabituelle et que la qualité de la lumière semblait anormale pour la saison. Il avait essayé d'avertir le docteur Webb. L'année 1856 avait commencé exactement comme ça, avait-il dit. Un automne agréable, un temps doux, tout le monde était à l'aise et confiant. Puis la neige est arrivée et n'a pas cessé de tomber pendant 3 mois. Le docteur Webb lui avait tapoté le bras avec une sympathie condescendante. « L'esprit nous joue des tours quand on vieillit, Monsieur Morrison. Je suis sûr que cela vous a semblé durer 3 mois, mais les archives historiques ne montrent rien d'inhabituel pour cet hiver-là. » Ephraim n'avait rien dit de plus, mais il avait discrètement commencé à stocker de la nourriture et du bois de chauffage, se préparant à l'éventualité qu'un garçon de 11 ans ait raison et que tous les adultes de la ville aient tort. Temperance Thornwood se retrouvait chaque soir attirée vers la fenêtre, regardant vers le nord, en direction des collines où le garçon était parti. Elle n'avait pas voté avec la foule qui l'avait condamné. Elle n'avait pas non plus élevé la voix pour le défendre, et ce silence la hantait. Chaque nuit, elle priait pour l'âme du garçon, demandant à Dieu de protéger un enfant qu'elle-même n'avait pas su protéger. Chaque nuit, elle ajoutait un peu plus à sa réserve secrète de provisions cachées au fond de son garde-manger, là où son mari ne pourrait pas la trouver. Et Tobias Mercer ne pouvait s'empêcher de penser au couteau qu'il avait donné. Son père avait remarqué son absence, l'avait interrogé et avait accepté son explication balbutiante selon laquelle il avait dû le perdre quelque part dans les pâturages. Ce mensonge pesait lourdement sur le cœur de Tobias, non pas parce qu'il regrettait d'avoir donné le couteau à Ezra,
mais parce qu'il craignait que son père ne découvre la vérité. Pourtant, lorsqu'il restait éveillé la nuit, il espérait que le couteau était utilisé à bon escient. Il espérait que cet étrange garçon silencieux au regard perspicace était quelque part, survivant contre toute attente, prouvant à tous qu'ils avaient tort. Novembre apporta la première vague de froid, une semaine de température bien en dessous de zéro, avec du givre recouvrant les fenêtres chaque matin et de la glace se formant sur les abreuvoirs des chevaux pendant la nuit. Les habitants de Briarwood se blottissaient près de leur feu et se rassuraient mutuellement en se disant que c'était normal, que les hivers du Wyoming étaient toujours rigoureux, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Puis le 12 novembre arriva. La neige commença à tomber à l'aube, douce et lourde, le genre de neige mouillée qui s'accumule rapidement et colle à tout ce qu'elle touche. À midi, le vent s'était levé, poussant les flocons horizontalement dans les airs. Le soir venu, la visibilité était tombée à moins de 15 mètres. Aaron et la température avaient chuté à moins 20 degrés Celsius. Dans sa grotte perchée dans les contreforts, Ezra observait la tempête à travers une fente dans sa porte en bois. Ghost se tenait à ses côtés, hennissant nerveusement, sentant le changement de pression, l'électricité dans l'air qui annonçait quelque chose d'énorme et de terrible s'abattant sur la terre. « Ça commence, dit Ezra doucement. Comme je l'avais dit, la neige ne cessait de tomber. C'est le moment où tout change. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la conclusion dévastatrice. Revenons maintenant à Briarwood, où les gens qui ont chassé un garçon de 11 ans sont sur le point de payer le prix de leur arrogance. Pendant 9 jours, la tempête a fait rage sans interruption. Le vent soufflait à 80 km par heure et poussait la neige en congère qui s'élevait de plus en plus haut contre tous les obstacles. La température est tombée à moins 40 degrés Celsius et y est restée. Le ciel est resté un mur gris ininterrompu, jour et nuit, se fondant dans un crépuscule sans fin de neige blanche. À Briarwood, 20 km au sud, le désastre s'est déroulé exactement comme Ezra l'avait prédit. Le bétail a été le premier à mourir. Thaddeus Harrigan est regardé avec horreur son troupeau primé. La base de sa richesse et de sa fierté a tout simplement cessé d'exister. Les animaux paissaient dans les pâturages inférieurs lorsque la tempête a frappé, et ils n'avaient aucun abri, aucune protection, aucune chance. Les 50 premiers sont morts dans les premières heures, gelés dans les ravins et les creux où ils avaient en cherché un refuge inadéquat contre le vent. Au 3e jour, Ariane avait perdu 400 têtes. À la fin de la semaine, lorsque le nombre avait dépassé le millier, les bovins qui n'étaient pas morts de froid mouraient de faim, incapables de trouver de la nourriture sous la neige qui s'accumulait, trop faibles pour creuser à travers les congères pour atteindre l'herbe en dessous. Le ranch Mercer a perdu 300 têtes de bétail. Le ranch Peterson en a perdu 200. Dans toute la vallée, le bœuf qui constituait la base de l'économie de Briarwood est tout simplement disparu, ne laissant derrière lui que des carcasses gelées dont les loups et les coyotes se régaleraient au printemps. Puis la nourriture s'est épuisée. Le magasin général d'Olson, qui semblait bien approvisionné en octobre, était presque vide à Noël. Les familles qui avaient abordé l'hiver avec confiance se retrouvèrent avec des garde-manger vides, leurs conserves épuisées et leurs options qui se réduisaient de jour en jour. Les chasseurs s'aventuraient à la recherche de gibier et revenaient les mains vides, le visage gelé, le moral brisé. Les cerfs et les élans s'étaient déplacés vers des altitudes plus basses quelques semaines auparavant, et les lapins s'étaient enfouis si profondément que même les trappeurs expérimentés ne pouvaient les trouver. En janvier, Briarwood était affamé. La première victime fut Ezekiel Morrison, le frère cadet d'Ephraim, âgé de 68 ans et affaibli par une vie de dur labeur. Il était parti chercher du bois de chauffage dans le tas situé à côté de sa maison, à une distance d'environ 10 mètres. Il n'est jamais revenu. Sa femme a retrouvé son corps le lendemain matin, gelé, les mains toujours tendues vers la porte. 9 mètres. C'était toute la distance qui séparait la vie de la mort dans ce froid meurtrier. Le docteur Webb a diagnostiqué une mort par exposition et hypothermie, comme si donner un nom médical à la mort la rendait moins horrible. Il l'a noté dans son registre et est passé au patient suivant. Il refusait de reconnaître que tout ce qu'il avait rejeté comme étant de la superstition s'avérait terriblement et inéluctablement vrai. Les enfants ont commencé à tomber malades à leur tour. Sans nourriture suffisante, leurs petits corps ne pouvaient pas lutter contre les maladies apportées par l'hiver. Le bébé Henderson, âgé de 8 mois, a développé une fièvre que même les compresses froides ne parvenaient pas à faire baisser. Elle est morte dans les bras de sa mère,
Une nuit où le vent hurlait comme un être vivant derrière la fenêtre. Son père, Thomas, est sorti creuser une tombe dans le sol gelé, dans l'obscurité, sous une tempête qui semblait déterminée à tuer tous ceux qu'elle touchait. Il revint avec les mains gelées et une tombe trop peu profonde, creusée dans la terre dure, avec plus de désespoir que d'habileté. Ils enterrèrent le bébé à l'aube et se retirèrent dans leur maison pour attendre le prochain décès. Il survint 3 semaines plus tard, lorsque Thomas Henderson sortit chercher du bois, comme l'avait fait Ezekiel Morrison. Le tas de bois se trouvait à 6 mètres de sa porte. Il avait fait ce trajet une centaine de fois depuis le début de la tempête. Cette fois-ci, il s'est perdu. La neige tombait si drue et le vent soufflait si fort qu'il n'a pas pu retrouver son chemin. À 6 mètres de la sécurité, il a erré en rond, sa voix étouffée par la tempête, ses traces disparaissant presque aussi vite qu'il les faisait. Lorsque Verity Henderson a finalement trouvé le courage d'ouvrir la porte et de partir à sa recherche, elle n'a trouvé que du blanc. Son corps fut découvert 3 mois plus tard, lorsque la neige commença enfin à fondre. Il était mort à 20 mètres de sa propre porte. Une main tendue vers une maison qu'il ne pouvait ni voir, ni atteindre, ni trouver. Verity ne pleura pas lorsqu'on lui annonça la nouvelle. Elle n'avait plus de larmes, son bébé était mort. Vous savez, son mari était mort et elle devait continuer à vivre, à survivre, à respirer dans un monde qui semblait déterminé à tout lui prendre. Jedediah Pike a perdu 2 doigts à cause des gelures. Il était sorti pour vérifier l'état de sa forge, une distance de 15 mètres qui lui a pris 3 minutes. À son retour, sa main droite était blanche et cireuse, la chair déjà en train de mourir. Le docteur Webb lui a amputé les doigts à l'aide d'une scie et de whisky, et Jedediah n'a plus jamais fait de blagues sur les paris concernant la mort des enfants. En février, Breerwood avait perdu 23 âmes, 11 hommes, 4 femmes, 8 enfants. Le plus jeune était le bébé Henderson. Le plus âgé était Ezekiel Morrison, et d'autres mouraient chaque semaine, victimes du froid, de la faim ou du désespoir qui s'était abattu sur la ville comme un deuxième hiver. Le révérend continuait à prêcher. C'est une épreuve de foi. Obadiah Thornwood tenait depuis sa chair. Sa congrégation était réduite par la mort et la faiblesse, mais toujours obéissante, toujours désespérée de trouver des réponses qui aient du sens. Dieu nous met à l'épreuve comme il a mis Job à l'épreuve. Nous devons rester fermes, mais l'espoir se faisait rare et la foi ne pouvait pas remplir les estomacs vides ni réchauffer les mains gelées. C'est Tobias Mercer qui finit par prononcer le nom que tout le monde évitait. Il se tenait devant le conseil d'urgence qui s'était réuni dans la maison Harrigan, la plus grande structure encore debout, le seul endroit suffisamment chaud pour tenir une réunion. Tobias avait maintenant 15 ans, vieilli prématurément par un hiver qui avait emporté son père, mort de froid en cherchant un veau perdu. Ezra Jessup, dit-il, et le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. Le garçon que nous avons renvoyé. Le garçon qui nous avait prévenus. Mon père me l'a dit avant de mourir. Il m'a dit de trouver le garçon Jessup. Il m'a dit que ce garçon savait des choses. Un silence s'ensuivit. Puis Thaddeus Harrigan s'éclaircit la gorge. Le garçon est mort, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Aucun enfant ne pouvait survivre seul dans ces conditions. Son père a survécu seul pendant des années, répondit le vieux Ephraim depuis son coin. Et le garçon est le fils de son père. Je lui ai dit où aller. S'il a trouvé ces falaises, s'il a eu le temps de se préparer, il est peut-être encore en vie, même s'il l'est, a interrompu le docteur Webb. Que pourrait bien nous apporter un enfant? Il savait que cet hiver allait arriver, a rétorqué Tobias. Il le savait 6 semaines avant qu'il ne commence. Que sait-il d'autre que nous avons ignoré parce que nous étions trop fiers pour écouter un orphelin de 11 ans? Un autre silence. Puis Temperance Thornwood prit la parole depuis le seuil de la porte. Si le garçon est vivant, il sait peut-être où trouver de la nourriture. Il a peut-être un abri. Il est peut-être notre seule chance. Le révérend Thornwood se tourna vers sa femme, les yeux remplis de colère. « Vous voulez que nous implorions la pitié de l'enfant que j'ai condamné. »« Je veux que nous vivions, » répondit Temperance. « Je veux que nos enfants vivent. Si cela signifie implorer la pitié d'un garçon à qui nous avons fait du tort, alors oui, je le ferai. Pas vous? » Le révérend resta sans réponse. Une équipe de recherche fut organisée. 5 hommes montés sur les chevaux les plus robustes qui restaient, emportant le peu de nourriture qu'ils pouvaient emporter pour un voyage qui pourrait durer plusieurs jours. Tobias Mercer insista pour mener le groupe. Thaddeus Harrigan se joignit à eux, par culpabilité ou peut-être par espoir. Jedediah Pike vint malgré ses doigts manquants. Ses mains étaient enveloppées dans d'épais bandages. Ils chevauchèrent vers le nord, dans les contreforts, suivant les indications du vieux Ephraim, à la recherche de falaises de grès
et d'un garçon qui aurait dû être mort depuis des mois. L'équipe de recherche le trouva le troisième jour. Ils avaient traversé le pire de la tempête, s'arrêtant seulement lorsque les chevaux ne pouvaient plus avancer, se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer dans les abris qu'ils pouvaient trouver. Le gel avait emporté le bout du nez de Tobias et les deux lobes d'oreille d'Aragon. L'un des chevaux s'était effondré et avait dû être abandonné. Le matin du troisième jour, ils l'aperçurent. Une volute de fumée grise s'élevait d'une falaise, si ténue qu'elle aurait pu être le fruit de leur imagination. Mais elle était si régulière qu'elle ne pouvait être que réelle. De la fumée provenant d'un feu, la chaleur d'une habitation, des signes de vie là où aucune vie ne devrait exister. Ils s'approchèrent des falaises, le cœur battant. L'entrée de la grotte était presque invisible, une fente sombre dans la roche rouge dorée. Elle était abritée sous un surplomb, protégée par une porte en bois qui s'intégrait parfaitement dans la roche. Tobias descendit de cheval, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la porte. Il leva le poing, hésita, puis frappa. Silence. Puis un bruit de mouvement à l'intérieur, une barre qui se soulevait, et la porte s'ouvrit vers l'intérieur. Ezra Jessup se tenait à l'entrée de sa maison de pierre. Il était maigre, mais pas affamé. Son visage était brûlé par le vent, mais en bonne santé. Ses cheveux noirs avaient poussé, attachés en arrière avec une lanière de cuir. Il portait un manteau en fourrure de lapin, cousu avec du cuir brut, et de ses mains portaient les callosités de quelqu'un qui avait travaillé la pierre pendant des mois. Derrière lui, de la chaleur et de la lumière, des murs sculptés brillants à la lueur du feu, des piles de bois de chauffage contre le fond, des paquets de viande séchée suspendus à des crochets, un cheval gris qui hennissait doucement dans une pièce voisine. L'enfant qui aurait dû être un cadavre gelé se tenait devant eux, en bonne santé et calme, maître d'une maison qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Vous êtes venu, dit Ezra. Ce n'était pas une question. Puis il ajouta quelque chose qui fit froid dans le dos de tous les hommes. « Je vous attendais depuis 6 semaines. J'ai préparé des chambres supplémentaires dans les grottes voisines. J'ai cartographié les vallées où vivent les élans. J'ai rassemblé suffisamment de connaissances pour sauver 100 personnes, car je savais que lorsque la neige cesserait de tomber, ceux qui survivraient auraient besoin d'un endroit où aller. » Les hommes le regardèrent dans un silence stupéfait. « Vous saviez que nous viendrions vous supplier ?» murmura Aaron. « Je savais que l'hiver vous apprendrait ce que je ne pouvais pas vous enseigner. Je savais que la fierté céderait avant la famine. Je savais que quelque part dans Briarwoods, quelqu'un se souviendrait du garçon que vous aviez chassé et se demanderait s'il était encore en vie. » Il s'éloigna de la porte, le visage impassible. « Je ne me suis pas préparé parce que je vous ai pardonné. Je me suis préparé parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser des enfants mourir à cause de l'arrogance de leurs parents. Entrez. Nous avons beaucoup à faire. » L'intérieur de la grotte était différent de tout ce que les hommes avaient imaginé. Ezra avait creusé une habitation dans la roche solide, un espace d'un confort inattendu au cœur de la nature sauvage. La pièce principale mesurait 3,6 mètres de profondeur et 3 mètres de largeur, avec des murs lissés par des mois de travail patient, un plafond culminant à 2,1 mètres et un sol nivelé et compacté avec le plus grand soin. Un feu brûlait dans une fosse près de l'entrée, sa fumée s'élevant par une cheminée naturelle. La pierre autour de la fosse rayonnait de chaleur. Maintenant, toute la grotte a une température qui semblait miraculeuse après des jours de froid brutal. Les réserves contenaient des provisions qu'un seul enfant n'aurait jamais pu accumuler. De la viande de lapin séchée en paquets bien rangés, des pignons de pain dans des récipients en herbe tressée, des cynorredons pour le thé, des racines pouvant être rôties ou bouillies, du bois de chauffage empilé en rangées précises, suffisant pour plusieurs mois. Ghost se tenait dans sa chambre stable, observant les étrangers d'un œil nerveux. Sa robe grise brillait à la lueur du feu. Les hommes se tenaient au centre de cet espace, de la vapeur s'élevant de leurs vêtements gelés, et ils fixaient le garçon qui avait créé tout cela. Thaddeus Harrion fut le premier à parler. Il tomba à genoux sur le sol en pierre, son visage fier s'effondrant, les larmes gelant sur ses joues avant de pouvoir couler. « Je t'ai traité de menteur, dit-il, pauvre de moi, la voix brisée. J'ai voté pour que tu sois renvoyé. J'ai dit que si l'hiver arrivait, je te ramènerais moi-même et te construirais une maison. Je l'ai dit pour plaisanter. Et maintenant, je m'agenouille dans la maison que tu t'es construite, te suppliant de sauver les gens qui voulaient ta mort. » Jedediah Pike leva ses mains bandées, les moignons de ses doigts manquants suintant encore à travers le tissu. « J'ai parié 5 $ que tu étais déjà mort, dit-il doucement. J'ai ri quand ils t'ont chassé. Maintenant,
J'ai perdu 2 doigts et j'ai failli perdre la vie. J'avais tort. Nous avions tous tort. Le docteur Cornelius Webb se tenait à l'écart des autres, son visage cultivé pâle de honte. Il ne s'était pas agenouillé. Il n'avait pas pleuré. Mais lorsque les yeux d'Ezra croisèrent les siens, le docteur parla d'une voix dépourvue de toute arrogance. J'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait aucune base scientifique à tes prédictions. J'ai qualifié tes connaissances de superstition. J'ai dit que tu étais mentalement dérangé. J'ai 3 diplômes de médecine. J'ai lu plus de livres que quiconque dans cette région. Et un garçon de 11 ans qui a appris en observant les animaux en savait plus sur la survie que tout ce que j'ai étudié pendant toutes ces années. Il n'a pas demandé pardon. Il a simplement énoncé un fait, et ce fait est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Tobias se tenait à l'écart des autres, regardant Ezra avec des yeux qui reflétaient quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je t'ai toujours cru, » dit-il. « Mon père te croyait aussi. Il est mort en prononçant ton nom, en me disant de te retrouver. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le crépitement du feu. Puis Ezra prit la parole. « Mon père avait un dicton. Prépare-toi ou péris. La nature sauvage ne donne pas de seconde chance à ceux qui ignorent ses avertissements. Ed, mais je ne suis pas de la nature sauvage. » Il regarda chacun des hommes à tour de rôle. « Il y a une vallée à 5 kilomètres à l'est d'ici. Les élans y passent l'hiver. La neige n'y est pas aussi profonde, car les falaises bloquent le vent. Si vos chasseurs s'y rendent, ils trouveront du gibier. Et il y a des grottes dans ces falaises, des grottes naturelles, assez grandes pour abriter des familles. La pierre retient de la chaleur. Les gens peuvent y survivre jusqu'au printemps s'ils sont prêts à travailler. » Aaron leva les yeux. « Vous nous aideriez après ce que nous avons fait. Les enfants de Briarwood n'ont pas voté pour me chasser. Les bébés qui ont faim ne m'ont pas traité de démon. Je ne laisserai pas les innocents mourir pour punir les coupables. » Il se dirigea vers l'entrée. « Reposez-vous ici cette nuit. Réchauffez-vous. Mangez. Demain, nous irons à Briarwood et nous ramènerons les survivants. Tous, même ceux qui me détestent le plus. » L'évacuation de Briarwood commença 3 jours plus tard. Ezra les guida lui-même, chevauchant en tête d'une colonne de réfugiés désespérés. Des femmes portaient des nourrissons enveloppés dans tous les vêtements qu'elles possédaient. Des enfants trébuchaient dans des congères qui leur arrivaient à la taille. Des hommes transportèrent les provisions qu'ils avaient réussi à sauver. 112 personnes, tout ce qui restait d'une communauté qui comptait 135 personnes, suivant un garçon de 11 ans à travers des cols et des sentiers qu'aucun adulte n'avait jamais remarqués, vers des grottes et des vallées abritées dont seul Ezra connaissait l'existence. Il les organisa avec une autorité que personne ne remit en question. Les familles furent assignées à des grottes en fonction de leur taille et du nombre d'enfants qu'elles comptaient. Des groupes de chasseurs ont été formés et dirigés vers la vallée Elk, où ils ont trouvé du gibier, exactement comme Ezra l'avait promis. Les équipes de cueillette ont appris à déterrer les racines et les noix que le garçon leur avait montrées. Des sources de nourriture qu'ils avaient croisées 1000 fois sans les reconnaître. Il leur a tout appris. Comment sceller l'entrée d'une grotte pour empêcher les courants d'air? Comment faire un feu qui chauffe la pierre plutôt que l'air? Comment fumer la viande pour qu'elle se conserve pendant des mois? Comment lire les signes météorologiques qui indiquaient quand il était sûr de s'aventurer dehors et quand c'était mortel d'essayer? Les connaissances que Silas Jessup avait accumulées toute sa vie, transmises à son fils au fil d'années d'enseignement patient, étaient désormais diffusées à toute une communauté. Madame Prudence Olson, qui avait qualifié Ezra de pauvre chose avec une sympathie théâtrale, qui avait répandu des rumeurs sur son esprit troublé, travaillait désormais en silence aux côtés des autres femmes. Elle ne croisait pas le regard d'Ezra. Elle ne lui offrait ni excuse ni excuse. Mais tard dans la nuit, pensant que personne ne la regardait, elle déposa un petit paquet devant l'entrée de la grotte d'Ezra. À l'intérieur se trouvait une écharpe en laine tricotée à la main et une note qui disait « Juste pour l'hiver qui m'a appris à me taire ». Ezra le trouva le lendemain matin. Il porta cette écharpe jusqu'à la fin de sa vie. Temperance Thornwood s'approcha d'Ezra le 2e jour de l'évacuation. Elle avait laissé son mari à Briarwood, préférant la survie à l'obéissance, préférant la sagesse d'un enfant à la fierté d'un prédicateur. Elle s'agenouilla dans la neige. « Pardonne-moi, dit-elle. Je savais que vous aviez raison. Je savais qu'ils avaient tort. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'ai été lâche. » Ezra la regarda longuement. « Vous êtes ici, dit-il finalement. Vous êtes en vie. Vous avez choisi de venir. Cela suffit. Mais il y avait une personne qui n'était pas venue. C'est le moment de rendre des comptes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre
et restez avec moi, car la fin vous marquera longtemps après la fin de la vidéo. Le révérend Obadiah Thornwood avait refusé de participer à l'évacuation. Il s'était tenu à la porte de son église, le bâtiment où il avait prêché pendant 20 ans, le bâtiment où il avait condamné un garçon de 11 garçons de 11 ans pour avoir dit la vérité. « Je ne suivrai pas un enfant, ai-je condamné ?» avait-il déclaré. « Si Dieu veut que je meure, je mourrai dans sa maison. Si Dieu veut que je vive, il pourvoira à mes besoins ici. Je n'ai pas besoin de l'aide du serviteur de Satan. » Tempérance l'avait supplié de venir. Elle avait pleuré et imploré, mais Obadiah était resté inflexible. « Harry, pars si tu le dois, » lui avait-il dit, « mais sache que tu choisis la voie du diable plutôt que celle de la justice. » Finalement, elle était partie. Elle s'était retournée une fois pour regarder la grande silhouette debout à la porte de l'église, puis elle s'était détournée et avait marché vers le nord avec les autres. Elle n'avait jamais revu son mari vivant. Ils avaient retrouvé son corps en avril, lorsque le dégel printanier avait enfin permis à un groupe de retourner à Breerwood. Il était assis sur le banc avant de son église, sa Bible serrée dans ses mains gelées, le visage tourné vers l'autel. Il n'était pas mort de froid. Il était mort lentement de faim pendant des semaines, refusant de quitter son sanctuaire alors même que son corps se consumait. Il n'y avait pas de nourriture dans l'église, pas d'eau qui n'est gelée, pas de chaleur sauf celle que son corps mourant fournissait. Il était resté assis là dans l'obscurité, priant des bancs vides, attendant même un miracle qui ne vint jamais. Ils l'ont enterré dans le cimetière de l'église lors d'une cérémonie sans célébrant, car il ne restait plus personne pour croire aux paroles qu'il avait prêchées. Le rassemblement a eu lieu en mai, lorsque la neige s'est enfin retirée et que les survivants sont revenus à ce qui restait de Breerwood. Ils se sont réunis en plein air, près des ruines des maisons qui s'étaient effondrées sous le poids de la neige, près des tombes de ceux qui n'avaient pas survécu. Tobias Mercer prit la parole en premier. Il avait maintenant 16 ans, mais semblait plus âgé que son âge. « Nous avons envoyé un enfant mourir dans le désert, » dit-il, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Nous l'avons traité de menteur lorsqu'il nous a dit de la vérité. Nous l'avons chassé parce qu'il nous mettait mal à l'aise, parce qu'il savait des choses que nous ne comprenions pas, parce qu'il était plus facile de le blâmer que de l'écouter. » Il s'est tourné vers Ezra qui se tenait à l'écart du groupe. Le fantôme règne dans sa main. Ezra Jessup nous a sauvés. Chacun d'entre nous ici présents doit sa vie à un garçon que nous avons traité comme un moins que rien. D'autres ont pris la parole. Les mères dont les enfants avaient survécu. Les chasseurs qui avaient trouvé du gibier là où Ezra les avait guidés. Les familles qui s'étaient réfugiées dans les grottes qu'il leur avait montrées. Verity Henderson s'est levée en dernier. Elle avait perdu son mari et son bébé au cours du même hiver. Elle avait vu son monde s'effondrer dans le chagrin et le désespoir. Elle faisait maintenant face au garçon qui l'avait sauvée, alors qu'il avait toutes les raisons de la laisser mourir. « Mon mari est mort de froid à 6 mètres de notre porte, » dit-elle d'une voix creuse. « Mon bébé est mort dans mes bras parce que nous n'avions ni nourriture, ni chaleur, ni espoir. Tout cela parce que nous ne t'avons pas écouté. » Elle s'approcha d'Ezra. « Tu avais toutes les raisons de me laisser mourir, et tu avais toutes les raisons de nous repousser, mais tu ne l'as pas fait. Tu nous as sauvés. » Sa voix se brisa. « Pourquoi? Après tout ce que nous t'avons fait, pourquoi nous as-tu aidés? » Ezra ne répondit pas immédiatement. Il regarda Verity Henderson, les yeux vides où l'espoir avait autrefois brillé, ses mains qui tremblaient malgré la chaleur du soleil printanier. « Quand j'avais 9 ans, dit-il doucement, j'ai enterré mon père de mes propres mains. J'ai creusé pendant 2 jours jusqu'à ce que mes doigts saignent. Et quand j'ai eu fini, j'ai fait une promesse. J'ai promis que ce qu'il m'avait enseigné ne mourrait pas avec lui. » Il fit une pause. Mon père n'a jamais dit « Ne sauve que les gens qui le méritent. » Il n'a jamais dit « Laisse les enfants de tes ennemis mourir de faim. » Il a dit « La connaissance est un cadeau. Les cadeaux sont faits pour être donnés. » Ezra s'agenouilla à côté de la femme en pleurs, sa voix se réduisant à un murmure à peine audible. « Ton bébé n'a pas voté pour me chasser. Ton mari ne s'est pas levé dans l'église pour me traiter de démon. Ils sont morts parce que d'autres ont pris des décisions à leur place. Les enfants dans ces grottes, les femmes qui les ont portés à travers la neige, les personnes âgées trop faibles pour marcher. Ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont juste des gens. Et les gens, contrairement aux montagnes, peuvent changer. » Il aida Verity à se relever. « Tu m'as demandé pourquoi je t'avais sauvé. La vérité est plus simple que tu ne le penses. Je t'ai sauvé parce que je le pouvais. Parce que la voix de mon père dans ma tête m'a dit « Le garçon qui laisse mourir l'innocence pour punir les coupables n'est pas meilleur que les coupables eux-mêmes. Parce que les montagnes m'ont appris à survivre. Mais mon père m'a appris à quoi sert la survie. »
Verity retomba à genoux, pleurant pour la première fois depuis la mort de son mari. Ezra s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur son épaule. Il ne disait rien, se contentant d'être présent pour une femme qui avait tout perdu et qui commençait seulement maintenant à ressentir le poids de cette perte. Quand elle se releva enfin, elle reprit la parole. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de la miséricorde que tu m'as témoignée. » Ezra acquiesça lentement. « Je ne pardonne pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pardonner. Peut-être que j'apprendrai un jour. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Mais je suis heureux que vous soyez en vie. Je suis heureux que les enfants soient en vie. Je suis heureux que lorsque l'hiver a tenté de tuer tout le monde sur son passage, nous ayons choisi d'être autre chose que l'hiver. La ville de Briarwood fut reconstruite, mais elle ne fut plus jamais la même. L'industrie bovine qui la faisait vivre était détruite. La communauté qui renaquit de ses cendres était plus petite, plus humble, plus prudente. Elle diversifia ses sources de nourriture et construisit des abris plus solides. Elle stocka des provisions pour les hivers qui, elle le savait désormais, pouvaient arriver sans prévenir. Et elle écouta. Lorsque les anciens parlaient des signes météorologiques, du comportement des animaux, des schémas qui prédisaient ce qui allait arriver, les gens écoutaient. Lorsque les enfants posaient des questions qui semblaient étranges, les parents répondaient au lieu de les ignorer. Lorsque quelqu'un avertissait d'un danger, la communauté se préparait au lieu de se moquer. L'expression « écouter les animaux » est entrée dans le vocabulaire des éleveurs du Wyoming. Elle signifiait prêter attention aux signes fournis par la nature, faire confiance aux avertissements provenant de sources que d'autres pouvaient ignorer. Elle était prononcée avec un respect tranquille, comme si celui qui la prononçait se souvenait de ce qui était arrivé à ceux qui n'avaient pas écouté. Ezra ne revint pas vivre parmi eux. Il resta dans sa maison troglodyte, qu'il agrandit au fil des ans pour en faire un complexe de chambres pouvant abriter 30 personnes si nécessaire. Il devint un guide pour ceux qui traversaient les montagnes, un enseignant pour ceux qui voulaient apprendre les anciens savoir-faire, un rappel vivant que la nature sauvage exigeait le respect. Il ne se maria jamais, mais il ne fut jamais seul. Les enfants de Briarwood venaient apprendre auprès de lui. D'abord quelques-uns, puis des dizaines au fil des ans. Des jeunes qui voulaient comprendre ce qu'ils comprenaient, qui étaient prêts à passer des semaines dans les montagnes à absorber les connaissances que Silas Jessup avait transmises à son fils. Ils se considéraient comme les élèves d'Ezra et se dispersaient à travers le territoire, diffusant ses enseignements partout où ils allaient. Tobias Mercer fut le premier de ses élèves. Il passa 3 étés à apprendre tout ce qu'Ezra pouvait lui enseigner. Puis, il retourna à Briarwood pour partager ses connaissances avec d'autres. Il construisit une école où les enfants apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi les anciens savoir-faire, les techniques de survie, la sagesse des gens qui avaient appris à vivre avec la terre plutôt que contre elle. Le vieux Ephraim Morrison mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 79 ans, après avoir vu ses avertissements se réaliser et ses souvenirs honorés. Ses dernières paroles s'adressaient à son arrière-petit-fils, un garçon de 10 ans qui venait de passer son premier été avec Ezra. « Souviens-toi de ce que tu as appris là-bas », lui avait murmuré le vieil homme. « Souviens-toi que la nature dit de la vérité, même quand les gens mentent. » Verity Henderson s'est remariée 3 ans après le grand hiver avec un veuf d'une ville voisine qui avait perdu sa propre famille dans la même catastrophe. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants. Elle a nommé son 2e fils Thomas, en hommage à son défunt mari, et son 3e fils Ezra, en hommage au garçon qui lui avait donné la chance d'aimer à nouveau. Ghost, le Mustang gay, a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 26 ans. Il est mort dans son sommeil à l'été 1904, son corps ayant finalement cédé après des années de loyaux services. Ezra l'enterra près de l'entrée de la grotte, dans une tombe qu'il creusa lui-même, comme il avait creusé celle de son père tant d'années auparavant. La pierre tombale était simple, sculptée dans le même grès qui formait les murs de leur maison. Ghost, mon compagnon, ne m'a jamais abandonné. Et dans les années qui suivirent, les loups n'attaquèrent jamais Ezra, ni aucun de ses élèves qui traversaient les montagnes. Les meutes les évitaient, tournant autour d'eux plutôt que de les défier, battant en retraite plutôt que d'attaquer. Les gens disaient que c'était grâce à une louve grise qu'Ezra avait sauvée lors de son premier hiver seul. Une louve qui avait réussi à faire comprendre à ses congénères que cet humain était différent. C'était peut-être vrai. Peut-être était-ce une légende. Peut-être, comme tant d'autres choses dans la vie d'Ezra, était-ce les deux. Ezra Jessup mourut en hiver 1949, à l'âge de 74 ans.
Il s'éteignit paisiblement dans son sommeil, dans la maison en pierre qu'il avait sculptée de ses propres mains 63 ans auparavant. Les murs conservaient encore la chaleur du feu qui avait brûlé dans la même fosse pendant plus de 6 décennies. L'entrée était toujours fermée par la porte en bois qu'il avait construite à partir de peupliers tombés. L'écurie où Ghost se tenait autrefois était désormais vide, mais la silhouette du cheval semblait persister dans l'ombre. Ses élèves le trouvèrent le matin, le visage paisible, les mains croisées sur la poitrine, les yeux fermés, comme s'il avait simplement décidé de se reposer et de ne jamais se réveiller. Ils l'enterrèrent aux côtés de son père, dans la tombe qu'Ezra avait creusée à l'âge de 9 ans. Le couteau qui avait creusé c'était le même. Le couteau que Tobias Mercer lui avait donné le jour de son exil fut transmis à son élève le plus dévoué, qui le transmit à la génération suivante, puis à la suivante, dans une chaîne de connaissances et de souvenirs qui se poursuit encore aujourd'hui. La maison sur la falaise existe toujours, protégée aujourd'hui en tant que site historique, entretenu par les descendants des élèves qu'Ezra a formés. Des visiteurs viennent de tout le pays pour voir les chambres sculptées, le foyer, l'écurie où Ghost se tenait autrefois. Ils viennent pour comprendre comment un enfant a survécu à ce qui aurait dû le tuer, puis a choisi de sauver les personnes qui avaient tenté de le laisser mourir. Au-dessus de l'entrée, gravé en lettres qu'Ezra a ajoutées quelque temps après le grand hiver, se trouve une inscription que les visiteurs photographient souvent, partagent souvent et dont ils se souviennent longtemps après être retournés à leur vie ordinaire. Elle dit « Les montagnes m'ont dit, je leur ai dit, maintenant, nous savons tous. » Son père Silas, qui lui avait appris à écouter quand personne d'autre ne le faisait, aurait reconnu la vérité dans chaque mot. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Ezra Jessup et la Stone Home du Wyoming. Lorsque nous faisons taire ceux qui nous mettent en garde, nous nous retrouvons souvent dépendants de leur miséricorde. Lorsque nous rejetons les voix qui nous mettent mal à l'aise, nous découvrons parfois que ces voix essayaient de nous sauver. Ezra aurait pu les laisser mourir. Il aurait pu rester assis dans sa grotte bien chaude, sachant que les gens qui l'avaient traité de menteur mouraient de froid et de faim à 30 kilomètres au sud. Personne ne lui en aurait voulu. Mais il a fait un autre choix. Il a choisi de partager ce qu'il savait. Il a choisi de sauver les gens qui lui avaient fait du mal. Il a choisi d'être plus que les montagnes qui lui avaient appris à survivre. Parce qu'au final, survivre ne suffit pas. Nous devons aussi être humains. Nous devons aussi faire preuve de miséricorde. Nous devons aussi espérer que lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous n'écoutons pas, quelqu'un nous donnera une seconde chance. Ezra a donné cette chance à briller, et ils l'ont utilisée pour construire quelque chose de mieux. Si cette histoire vous a rappelé que la sagesse peut venir des sources les plus inattendues, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires de résilience et de justification silencieuse. Vérifiez et dites-moi dans les commentaires. Quelqu'un vous a-t-il déjà puni pour avoir dit une vérité qu'il ne voulait pas entendre? En quoi cela vous a-t-il changé? Les montagnes sont toujours là pour enseigner leurs leçons à tous ceux qui veulent bien les apprendre. La question est de savoir si nous allons écouter ou si nous allons devoir apprendre à nos dépens. Ezra a écouté. Son père lui a appris à écouter. Et grâce à cela, 89 personnes qui auraient dû mourir ont survécu, ainsi que leurs enfants.